Que pensent les populations du récent constat de la hausse des prix des denrées de première nécessité? Est-ce une réalité? Nous en parlerons dans cette édition. Dans un communiqué proposant un mécanisme de sortie de crise rendu public ce mercredi, le gouvernement malien s'engage au retour à un ordre constitutionnel normal et à tout mettre en œuvre pour la réussite de la transition. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Les prix des produits de première nécessité ont nettement augmenté depuis le début de l'année 2022. Tous les secteurs de l'alimentation sont touchés. Certains produits ont même doublé de prix. Une situation vécue difficilement par les populations qui demandent au gouvernement de trouver des solutions. Mohamed Nour Ouattara, Alassane Parguin-Drabo. Pour rien, tu es énervé, tu veux frapper les enfants. Tu te dis, tu vas acheter quoi qui va suffire? Cette plainte de Dame Eugénie est liée à la hausse des prix des produits alimentaires depuis le début de l'année 2022. Elle explique ici son désarroi face à cette situation. Si on leur donne le petit déjeuner, la nourriture de midi ne sera pas vraiment bien consistant. On est obligé de couper. Les salaires n'augmentent pas en fait. Les salaires n'augmentent pas. Le monsieur va te dire, mais voilà ce que je gagne. Tu vas lui dire quoi? Le constat est le même du côté de cette gérante de supermarché du quartier Liberté dans la commune d'Adjamé. Pour elle, cette hausse ne lui permet pas de couler la majorité de ses produits. Quand les clients même rentrent là, en tout cas ça devient palable à la caisse. On leur dit que ce n'est pas nous. Tu as payé quelque chose à 25, tu ne peux pas venir vendre à 25. C'est impossible. Voilà, tout a augmenté. Quand les fournisseurs viennent livrer, quand on leur dit, ils disent que non, c'est là-bas qui a augmenté. Et c'est à cause de Corona. Voilà, voici la question qu'on nous dit. On dit c'est à cause de Corona, tout a augmenté. Cap est mis sur la commune de Cocody, où ces commerçantes pointent du doigt l'augmentation abusive des prix des produits de première nécessité. Ça fait 2 ans maintenant, huile. Mais cette année-là même, c'est grave. L'année passée, c'était 18 000, 20 000, mais cette année-là, c'est parti à 25 000, 25 500, du Nord, 26 000. Cette année-ci, on a remarqué que plein de choses ont augmenté sur le marché, surtout à Cocody ici. Le marché est super cher. L'huile, avant, on payait le petit bidon de Dino et Aya à 500 francs. Franchement, c'est un peu déplorable. L'essence, plus particulièrement le super sans plomb, a connu une légère hausse. En fait, pas du goût des automobilistes. Juste après les fêtes, le carburant a augmenté. De 615, on se retrouve à 635, ce n'est pas normal. Nous, les consommateurs, nous sommes fatigués des augmentations. Le salaire n'augmente pas et tout augmente. Vraiment, on demande pardon au président de revoir ça. Tous les chauffeurs, il n'y a pas un qui est content de ça. Vous voyez, non? Alors là, on sait ça, vous n'avez qu'à essayer de descendre le prix un peu. Sinon, comme ça, là, c'est trop. Souvent, même moi, je prends carburant 25 000 ici. Je prends en voiture 6 heures, je roule jusqu'à 1 heure, 25 000. Comme ça ne peut pas nous arranger. Pour les populations, cette hausse des prix constatée aux sorties des fêtes de fin d'année est très difficile à vivre. Elle demande donc aux autorités de trouver une solution face à cette situation. Ce 6 février marquait la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Une journée pour sensibiliser les États et la société civile au sujet de cette pratique et encourager les mesures pour y mettre fin. 200 millions de femmes et de filles ont été victimes de mutilations génitales féminines dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 38%. Des chiffres qui interpellent des organisations et guides religieux en passe d'apporter leur contribution. Abdoul Gira, Afisiata Karamokodosso. Je vois une dame qui est assise avec un pain noir, avec différentes sortes de couteaux, avec des lames. Je vois du sang. Fatou Bamba, aujourd'hui la quarantaine révolue, n'a rien oublié de cet épisode de sa vie. Je me rappelle de ça comme c'était hier. On ne m'a pas expliqué. Je ne savais pas pourquoi je me suis retrouvée dans cette forêt. Mais je me rappelle comme si c'était hier. J'avais le foulard sur le visage. Elle ne savait pas que je voyais tout. Mais je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, dès qu'on m'a déposé, dès que j'ai vu les couteaux, j'ai commencé à crier. Et dès que j'ai crié, la dame, elle s'était assise sur moi. J'avais cette rage-là, parce que je voulais me défendre devant mon... Les séquelles de l'excision hantent toujours son quotidien. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ils ne savent pas combien de vies ils ont détruit, en fait. Il faut que ça s'arrête. Ça n'a rien à voir.
C'est horrible. Parce que nous, les femmes qui avons été excisées, nous souffrons. Il faut que ça s'arrête. Souvent, je suis là, j'ai des cauchemars. Parce que je me rappelle exactement où ça s'est passé. Je me rappelle du visage de la dame, je me rappelle de tous les couteaux, différentes sortes de couteaux, comment elle les avait bien placés. Le cri de cœur de Fatou, comme celui de toutes les femmes excisées, ne laisse personne de marbre. Guides religieux et organisations mutualisent désormais leurs efforts pour l'éradication de ce fléau. Cette pratique-là, en réalité, n'apporte rien à la femme. Ça cause beaucoup de problèmes. Ne serait-ce que les difficultés pendant l'accouchement. Beaucoup de difficultés qu'ils voient cela et qu'ils abandonnent cette pratique-là qui n'apporte rien en fait à notre religion. Une femme excisée est marquée à vie et elle va porter ces conséquences-là durant toute sa vie. L'Église condamne ces pratiques. Au nord et aussi à l'ouest, dans les pratiques pastorales, il y a de la sensibilisation qui est faite auprès des chrétiens, auprès des populations rurales paysannes, pour qu'on puisse cesser ces pratiques de mutilation et d'incision. L'excision est une pratique traditionnelle néfaste, une pratique en violation des droits humains, une pratique également de santé publique, parce qu'avec tous les problèmes et les conséquences que cela présente, il faut dire que nous devons promouvoir son abandon auprès des communautés pour que la femme soit en intégralité physiquement bien dans sa chair et dans sa tête. Plus de 200 millions de femmes et de jeunes filles ont subi des mutilations génitales féminines dans le monde à ce jour selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Depuis 2012, la journée du 6 février est décrétée Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Cette journée vise à intensifier la lutte contre cette pratique qui menace encore plus de 4 millions de jeunes filles. La 8e Légion de la Gendarmerie nationale basée à Mont, région du Tonkui, a honoré récemment ses éléments à la retraite. La cérémonie tenue dans l'enceinte de l'escadron de la ville a réuni les corps de défense et de sécurité ainsi que les proches, parents et amis à mi-connaissance des éléments à la retraite. Gervais Kwasi du bureau régional de RTI. Ils sont au nombre de 4, tous des adjudants-chefs qui font valoir les droits à la retraite après plus d'une trentaine d'années de valeureux et loyaux services rendus à la gendarmerie nationale. Pour avoir respecté les consignes de la hiérarchie et bien exécuté les tâches à eux confiées, selon la devise de ce corps d'élite pour la patrie et pour la loi, les nouveaux retraités ont reçu des présents en nature et numéraire. 34 ans de gendarmerie. Je suis honoré, je suis heureux, puisque après 34 ans de stress et de tout ce qu'on connaît pour le travail que nous fournissons, il n'y a que les sentiments de joie qui m'animent. D'aller m'occuper une bonne fois de ma famille, de mes enfants, de mes amis. Comme conseil, je dis à nos jeunes qui sont encore là de respecter leur hiérarchie. Respecter tous ceux qui sont plus anciens et comme petits, et encore de leur demande de faire le sport. Parce que le sport aussi a favorisé à ma retraite et la santé que j'ai aujourd'hui. Le commandant de la 8e Légion de gendarmerie de Mans et ses collaborateurs les plus proches, ainsi que les autorités administratives du département du Mans, ont traduit leur gratitude à l'endroit de ces valeureux travailleurs du métier des armes. Comme on le dit, quand il y a des portes qui se ferment, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Nous souhaiterions collaborer toujours avec eux parce qu'ils ont reçu une formation. Ils restent toujours gendarmes dans l'âme, dans le sang, dans le corps. Donc nous aurons toujours besoin d'eux. Voilà, nous aurons toujours besoin d'eux. Et nous souhaiterons les voir épanouis dans leur vie de retraité. Un repas du corps auquel étaient conviés de façon exceptionnelle et civile a clôturé cette cérémonie de célébration du mérite. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire s'active à prêter toutes les infrastructures retenues afin d'organiser une belle Cannes. La CAF, Confédération africaine de football, veut s'assurer que les travaux avancent bien. Après Korogo, la délégation de la CAF, accompagnée du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive et de plusieurs responsables du COCAN, comité d'organisation de la Cannes 2023, dans le pays. Sam Konon. À San Pedro, la visite d'inspection des infrastructures sportives et d'hébergement effectuée par la délégation de la CAF
accompagné des premiers responsables du sport dans notre pays, a débuté par le stade olympique de 20 000 places en construction. Ici, le taux d'exécution des travaux est de 69%. À la cité Cannes, située de l'autre bout de la ville, sur l'axe San Pedro-Grand Bérébi, les 32 villas de 5 pièces sont sorties de terre. Il ne reste que 28% pour terminer les travaux. En ce qui concerne les 3 terrains d'entraînement, les travaux de renforcement sont estimés à 27%. Un gros retard, estime la délégation. 69%, c'est le taux global d'exécution des travaux des infrastructures sportives et d'hébergement dans le cadre de la CAN 2023 à San Pedro. Il faut faire vite, selon les responsables de l'instance suprême du football continental. On voit que les choses avancent, pas au rythme que je souhaiterais, mais nous, on va fixer juste la date de la compétition. Mais le calendrier des travaux, ça appartient au maître d'ouvrage et puis au maître d'œuvre. Ce n'est pas à nous de décider d'imposer ça. Nous, on voudrait avoir les ouvrages assez rapidement pour faire des matchs de tests. La CAF va installer ici, en Côte d'Ivoire, un bureau permanent, comme il a été indiqué, qui sera notre interface pour que tous les délais prévus par le cahier des charges soient tenus, pour que nous offrions à la jeunesse africaine l'une des meilleures CAN jamais organisées sur notre continent. La visite d'inspection de la délégation de la CAF s'est achevée par l'étape des hôtels retenus pour l'hébergement des délégations. Après San Pedro, d'autres missions d'inspection de la CAF sont prévues dans les autres villes devant accueillir les phases finales de la CAN 2023. Après Korogo, donc, la délégation de la CAF, accompagnée du ministre de la Promotion des Sports, s'est rendue à San Pedro pour une visite d'inspection. Vous venez tout juste de le voir dans ce reportage de Sam Conan. À l'étranger, les autorités de transition au Mali ont proposé ce mercredi un mécanisme de sortie de crise que connaît le pays à propos de la transition qui prévoit un groupe ministériel pour le dialogue composé de certains pays dont la Mauritanie. Cette proposition, annoncée aujourd'hui par le ministre malien des Affaires étrangères sur sa page Twitter, prévoit la mise en place d'un mécanisme de concertation avec la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et la communauté internationale. Selon le ministre malien, l'objectif visé par cette proposition est de rechercher une solution consensuelle pour une transition réussie à même de garantir un retour à une situation constitutionnelle normale. La procédure contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, jugé pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987, ne vaut rien en l'absence de gouvernement au Burkina Faso depuis le putsch militaire du 24 janvier. C'est ce qu'a estimé ce mercredi l'avocat de Blaise Compaoré. La veille, mardi, le parquet militaire a requis 30 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien président burkinabé pour attentat à la sûreté de l'État, recel de cadavres et complicité d'assassinat. L'imprimerie de la Banque de France à Chamalières, lieu de fabrique de billets dont le franc CFA a été touché dans la matinée de ce mercredi par un incendie. Un incendie circonscrit selon la préfecture. Le feu est parti peu après 10 heures, heure locale, d'un laboratoire de design de billets. Un premier bilan fait état de 24 personnes légèrement intoxiquées, dont 4 transportées au CHU de Clermont-Ferrand. L'imprimerie, qui a commémoré ses 100 ans en 2021, fabrique annuellement plus de 2,5 milliards de billets dans les coupures du franc CFA. Sur la ligne de front en Ukraine, les soldats disent être prêts alors qu'un intense ballet diplomatique s'est ouvert pour tenter de désamorcer la crise autour de ce pays d'Europe de l'Est. Assitan Diarra. En faction près de Donetsk, bastion pro-russe, des soldats ukrainiens se méfient du calme apparent. Les tirs ennemis sont moins nourris qu'à l'automne, mais les Occidentaux tirent la sonnette d'alarme face au risque d'une offensive russe. En ce moment, tout est calme. C'est devenu une guerre de tranchées, une guerre de position. Ils se tiennent prêts et nous aussi. Et nous attendons que les politiciens parviennent à un accord. Et maintenant, ils veulent faire bouger les choses. Sans céder sur la garantie de non-élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, point d'achoppement central, Poutine aurait accepté certaines propositions d'Emmanuel Macron. Moscou s'engagerait à ne pas prendre de nouvelles initiatives militaires. Le message à Poutine est que nous savons ce qu'il va faire et que nous y sommes prêts. Mais toute opération militaire doit être une surprise. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle a des chances de réussir. Si tout le monde est au courant et que tout le monde est prêt,
je pense qu'elle a peu de chances de réussir. L'Est de l'Ukraine est déchiré depuis 2014 par une guerre avec les séparatistes qui a fait plus de 13 000 morts. En avril 2021 et février 2022, plus de 100 000 soldats russes ont été déployés à la frontière. C'était le récit d'Anicette Conan-Blessing. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain.